Allez, maintenant on termine l'activité 2. Précédemment, je vous avais montré où on pouvait trouver des informations de Vigicru sur le fichier KMZ. Je vous rappelle ça ici sous la forme de capture d'écran. Alors, on avait commencé par la station de Chadrac, non loin du Puy-en-Velay. Par défaut, ce sont les hauteurs d'eau qui sont affichées. On avait défini une période de 30 jours pour voir s'il y avait des fluctuations, pour éventuellement peut-être faire une moyenne. On avait alors coché la case débit, qui est quand même la donnée importante quand on parle d'érosion, de transport et de sédimentation des particules. Donc à Chadrac, autrement dit en amont, on a un débit de l'ordre de 5 à 10 mètres cubes par seconde, ce qui est relativement modeste et qui a priori va difficilement faire bouger des gros blocs de roche. Si maintenant on change de localité, on va plus loin tout en suivant le cours de la Loire et on arrive à Orléans. On est alors à mi-parcours et on voit que le débit est très différent. Il est beaucoup plus important avec une valeur comprise entre 100 et 300 mètres cubes par seconde. On observe aussi qu'il y a eu une forte augmentation à partir du 5 mai, si vous regardez le graphique ici. Alors peut-être était-ce dû à un épisode de précipitation, pourquoi pas à la fonte des neiges en amont, c'est possible. Bon, on voit en tout cas que ça redescend en quelques semaines. Alors le débit est important, mais le volume d'eau circulant est important aussi, puisque de nombreuses rivières ont rejoint la Loire entre le Puy-en-Velay et Orléans. Sinon, si vous regardez la carte des reliefs, c'est relativement plat à Orléans. La pente est donc plutôt faible. Dernière station, la plus en aval des trois, c'est Nantes, pour laquelle les données de débit sont absentes. Ah oui, regardez, vous voyez, c'est marqué ici, aucune donnée disponible. Alors c'est bizarre ça, nous cacherait-on des choses? Bon, alors peut-être qu'on peut au moins regarder la hauteur du cours d'eau. Alors voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça monte, ça descend en permanence, et avec une assez grande régularité. Alors à quoi cela peut-il être dû, selon vous, en sachant qu'on est à quelques dizaines de kilomètres seulement de l'océan Atlantique? Eh bien oui, tout simplement, c'est l'effet du flux et du reflux de la marée qui vient à la rencontre du fleuve. Donc évidemment, dans ces conditions, le débit est difficile à mesurer, il change constamment, il est peut-être même nul à certains moments si les forces s'opposent parfaitement. Et voilà donc une condition qui pourrait favoriser le dépôt des alluvions, des sédiments transportés par l'eau jusqu'ici. Cette notion de dépôt en fonction de la vitesse du courant, on la retrouve illustrée ici. On est toujours sur la Loire, au moment où elle passe dans le département de l'Allier. Vous constatez que le relief est quasiment absent, la pente est donc très faible là encore, et on observe ce qu'on appelle des méandres. C'est-à-dire que le tracé du cours d'eau est sinueux, il forme des virages, et dans ces virages, la vitesse du courant est différente selon si on se trouve du côté de la rive concave ou de la rive convexe. La rive concave, elle est représentée en A, aussi bien sur la photo que sur le schéma d'interprétation. La vitesse du courant y est rapide. L'eau est déportée à ce niveau par la force centrifuge et il en résulte une érosion de la berge qui est soumise à d'importantes forces de friction. Et vous voyez que la berge est particulièrement abrupte ici, elle est quasiment verticale. A l'inverse, de l'autre côté, juste en face, on a la rive convexe où le courant est plus faible, il est plus lent, ce qui permet aux particules de sable, aux galets, de se déposer, ce qui va former une plage qui se prolonge en pente douce dans le fleuve, comme vous pouvez le voir. Dernière confirmation, si besoin était, de ce qu'on raconte déjà depuis un bout de temps, c'est ce graphique. Alors, ce graphique qui représente la vitesse du courant sur l'axe des ordonnées et la granulométrie, le diamètre des produits d'érosion sur l'axe des abscisses. Et selon la combinaison de ces deux paramètres, on va avoir soit plutôt du transport, si les particules sont fines et que le courant est fort, soit plutôt du dépôt, de la sédimentation, si les particules sont grosses et que le courant est faible. Maintenant, si le courant est vraiment très important, on peut avoir aussi de l'érosion, érosion de la roche qui est sur place et ou des particules, des blocs qui sont eux-mêmes transportés. Donc certains de ces processus peuvent être simultanés. Quoi qu'il en soit, c'est toujours ces deux facteurs, ces deux paramètres qui vont conditionner tout ça. Voilà, je crois qu'on a vu l'essentiel.
Il est temps de conclure avec la traditionnelle notion, qui est assez courte hein, pour une fois, donc vous n'aurez peut-être même pas besoin d'appuyer sur pause pour la lire. Alors attention, à la lire, ça ne suffit pas. Il faut bien sûr que vous la recopiez dans votre cahier à la suite de votre travail. Voilà, on a terminé la partie 1-2, mais le chapitre, lui, n'est pas fini. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite.